Bonsoir et bienvenue à tous dans C'est notre histoire pour évoquer aujourd'hui les grandes heures de l'industrie automobile en Lorraine. Étroitement liée entre autres au nom de Dietrich à Lunéville, on découvre ici la célèbre Lorraine Dietrich, voiture star des années 30, présentée devant le Palais Ducal de Nancy. Et on se doit de mentionner également, toujours en lien avec la Lorraine, le nom de Nicolas Joseph Cugnot, qui était meusien et qui fut l'inventeur du tout premier prototype automobile à vapeur. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, je voudrais saluer Sébastien Wagner, toujours fidèle au poste. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie-Hélène. Je rappelle que vous êtes historien et directeur des éditions Despareges à Metz. Et avec vous pour ce numéro spécial, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Sicard-Lenatier. Bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes, je le précise, docteur en histoire contemporaine à l'université de Nancy et auteur d'un livre intitulé L'âge d'or de l'automobile en Lorraine, de 1890 à 1975, paru aux éditions Place Stanislas, des premiers inventeurs à l'automobile pour tous, un ouvrage réalisé en collaboration avec l'Automobile Club Lorrain. Je le précise aussi. Et c'est un livre très bien documenté, bien illustré, qui est véritablement passionnant. On s'en est beaucoup inspiré pour la préparation de cette émission. Alors, si les premières automobiles à vapeur apparaissent, on le sait, au milieu du 19e siècle, le premier essai fondateur a eu lieu bien avant, en 1769, il y a exactement 250 ans cette année, et on le doit, comme je le disais d'entrée de jeu au début de cette émission, à un meusien qui s'appelle Nicolas Joseph Cugnot, qui est né à Voide, près de Verdun. Vous pouvez nous le présenter, Sébastien, et préciser dans quel contexte il met au point ce prototype ? Alors Nicolas Cugnot est un ingénieur français. Au départ, il est lorrain, et la Lorraine, avant 1766, est indépendante et dépend aussi du Saint-Empire, donc il va être au service de l'Empire. Et à partir de 1766, quand la Lorraine devient française, il se met au service du roi de France, et 3 ans plus tard, il propose au ministre de la Guerre, Choiseul, un projet de fardier qu'on va sans doute voir à l'écran. Un fardier, ça vient du mot fardeau, c'est pour décharger un petit peu l'homme du déplacement lourd. Et là, c'est appliqué notamment au domaine militaire. C'est destiné à déplacer des canons. Des canons, voilà, et pour remplacer avantageusement la force des chevaux. Des chevaux, et puis des hommes, et puis surtout des chevaux. Voilà aussi. Alors, assez étrangement, c'est une invention qui n'a pas été accueillie particulièrement chaleureusement par les scientifiques de l'époque. On dit même que Cugnot est né dans la misère, c'est vrai ? Qu'il est mort dans la misère. Qu'il est, pardon, mort dans la misère. C'est peut-être un peu exagéré, parce qu'étant donné qu'il avait été ingénieur, il avait tout de même une position et une certaine notoriété. Mais que ce fardier n'est pas... Les scientifiques ne l'ont pas apprécié, parce qu'en fait, les premières présentations n'étaient vraiment pas au point. Il y a une photo où on voit le fardier qui rentre dans un mur, par exemple. Il avançait par à-coups, à la vitesse de la marche normale, 3,5 km à l'heure. Enfin, il avait quand même fait le parcours Vincennes-Paris, mais avec beaucoup d'à-coups. Et il avait, pendant la présentation, terminé dans un mur. Oui, il y avait encore ça avait fait mauvais effet. À perfectionner, effectivement. En tout cas, pour ceux que cela intéresse, sachez que ce fameux fardier à vapeur, en fait, il s'agit d'un deuxième modèle créé par Cugnot en 1771, est exposé au musée des Arts et Métiers de Paris. On le revoit ici un instant. Alors, cette machine n'a donc pas eu de descendance directe, car les essais étaient restés secrets, parce que c'était pour cause de confidentialité militaire. Mais l'histoire a néanmoins retenu le nom de Cugnot. Cela dit, Sébastien, il y a eu bien avant une autre tentative du même ordre, et elle était réalisée par Isaac Newton. Oui, donc Isaac Newton est connu pour la théorie de la relativité avec son histoire de la pomme. Là, en 1680, il essaie de concevoir une machine à vapeur qui est très rudimentaire aussi, qui est l'ancêtre de Cugnot, un peu avec le même système où c'est le chauffeur qui peut régler un peu le débit de la vapeur pour faire avancer son véhicule. Mais là non plus, ça n'a pas eu un succès faramineux, parce que c'était peut-être trop en avance pour son époque. Après, il y a d'autres tentatives avec Darwin en 1765, juste avant Cugnot, et Nathan Wade en 1790, mais aussi il fallait attendre le développement
presque un demi-siècle pour que ces théories puissent vraiment être appliquées. Est-ce qu'on peut dire, Hélène Scarlonatier, qu'à peu près dans beaucoup de pays et à la même époque, il y a eu des tentatives du même ordre? Tout le monde était persuadé qu'on arriverait un jour à remplacer le cheval. C'était la grande idée, une véritable obsession. Mais on n'était pas arrivé, et je pense qu'on n'imaginait pas qu'on puisse faire un engin individuel, en somme, qui pourrait servir à chacun. On était loin de compter. Finalement, la vapeur pouvait être facilement utilisée quand il s'agissait de gros engins. Là, on arrive au chemin de fer, par exemple. Mais il fallait une certaine miniaturisation pour l'automobile qui n'était pas au point à l'époque. Alors, vous m'offrez une transition parfaite parce que justement, Sébastien, il faut le souligner, tous ces progrès qu'on va faire dans le but de créer des véhicules automobiles vont profiter au chemin de fer. On est en pleine révolution industrielle à ce moment-là. Voilà, la révolution industrielle est encouragée par le chemin de fer. Ça commence dès 1830, les premières machines à vapeur. On va créer les premières lignes. Et c'est vrai qu'on va essayer de perfectionner cet équipement. On voit des photos à l'écran où les villes se transforment parce qu'on réduit la distance entre les villes. Les industries peuvent s'installer à proximité des gares, avoir un débouché immédiat, et ce qui permet évidemment un développement économique sans précédent. Alors, on va se concentrer maintenant sur l'évolution de l'industrie automobile en Lorraine particulièrement. Votre livre fait débuter son âge d'or en fait autour de 1890. Pour quelle raison précise? Eh bien parce que c'est le moment où les choses changent. En 1890, l'Allemand Gottlieb Daimler invente c'est l'arrivée en somme du moteur à essence. Et là, évidemment, on a pu faire avancer des choses. C'est ça. Daimler invente ce moteur en Allemagne. Il ne le met pas immédiatement au service de l'automobile et il vend son brevet. Et en France, Levasseur achète le brevet pour la France. Il le répandra après, même dans d'autres pays alentours. Il se met lui-même avec Panhard. Et plus tard, ils feront leur propre automobile, Panhard et Levasseur. D'accord. Et c'est une Peugeot que l'on va découvrir à l'antenne. C'est une Peugeot de 1895 qui a fait la course Paris-Bordeaux. Oui, parce que le Peugeot, qui était déjà une très grosse affaire de fabrication de cycles, s'est intéressé à l'automobile et a sauté sur ce brevet de Gottlieb Daimler. Et les premières voitures Peugeot ont été équipées d'un moteur Daimler. Celle qu'on a vue là est équipée d'un moteur Daimler. D'accord. Un autre point de repère, c'est la naissance j'en parlais en début d'émission aussi, de l'Automobile Club Lorrain, dont la date de création est vraiment très ancienne. Elle remonte à la fin du 19e siècle. À quoi est-ce qu'il servait au début? À 1898. Oui. À Paris, la Fédération française était née en 1895, tout de suite vraiment à l'extension. 1898 à Nancy, et elle a eu un rôle très très important. Les premiers chauffeurs étaient les grands industriels ou vraiment des sportifs. Ils se sont mis tous ensemble autour de l'Automobile Club, et l'Automobile Club, aidé par Paris, a été le créateur des panneaux de signalisation, des assurances, et des rallyes, des courses. Voilà. Ça a été vraiment le pôle central autour duquel naviguait la voiture. D'accord. Alors, pour avoir une idée plus précise des véhicules de l'époque, je vous propose de regarder ensemble 3 photos extraites de votre livre. Que voit-on sur cette première image? C'est une voiturette à pétrole. Oui, on dit voiturette. C'était effectivement une voiturette. On a encore dans l'esprit les carrosses. Oui, c'est ouvert. C'est amusant d'ailleurs parce que cette photo, l'arrière-plan, date des années 30. On devine à droite une voiture des années 30. Le public... Donc c'est une mise en scène. C'est un peu une mise en scène. Voilà. Et en fait, cette voiture qui roulait à 5 ou 6 à l'heure, c'est pour ça que les gens pouvaient garder leur chapeau. Tout à fait. Sans crainte. On ne se décoiffait pas encore. Alors la seconde photo a été prise au tout début du XXe
XXe siècle, entre 1902 et 1905. Quel commentaire elle vous inspire? Alors là, évidemment, tout est changé. Et tout est d'autant plus changé que les premiers moteurs étaient Amédée Bollée. Et là, après 1902, 1903, 1904, on passe au moteur de Turca. Méry, qui lui est un moteur vertical, alors que l'autre était horizontal. On est vraiment là dans le départ de l'automobile, et c'est là où on voit les automobiles qui prennent une autre forme, Voilà, on a avec vu que un capot long. Oui, le chauffeur était à l'extérieur et les passagers à l'intérieur. Voilà, c'est encore un petit peu un reste Alors, de une l'ancien troisième temps. image, enfin, que vous allez commenter de quelques mots aussi. Alors la troisième image, elle a été prise à Nancy. Le propriétaire qui se trouve dessus est Monsieur Claus, qui a été un des pionniers de l'installation d'automobiles à Nancy. Il était carrossier, parce qu'il faut dire que au départ, les carrosses étaient fabriqués par des carrossiers. Et à partir du moment où il y a eu l'automobile est sortie sous forme de châssis, et on allait faire habiller sa voiture par un carrossier. Voilà, en choisissant le On cuir, faisait du etc. sur-mesure, au fond, Exactement. comme un costume. Ok. Et on pouvait la choisir. Alors, quand on parle de l'industrie automobile en Lorraine, précisément, le nom qui vient immédiatement à l'esprit, c'est De Dietrich, avec une entreprise installée à Lunéville en 1879, suite à l'annexion de l'Alsace-Lorraine. On voit ici quelques images d'époque. C'est vraiment, Sébastien, la marque emblématique liée à la région? Oui, c'est une entreprise qui s'installe donc, en Lorraine, parce qu'elle était originalement dans les Vosges, et suite à la guerre 70, ils préfèrent s'installer donc, de l'autre côté du versant à Lunéville. Et c'est exemplaire parce que c'est une marque qui va prendre la Croix de Lorraine comme exemple, et c'est la première marque Lorraine qui est créée au tout début de l'automobile finalement. Alors, je ne sais pas si on l'a vu, mais on avait la représentation du traité de Francfort qui effectivement a fait que la Lorraine voit bien était cette coupée carte, on voit bien Lunéville qui est à proximité de ce territoire du Reichsland qui est annexé à l'Allemagne. Alors, vous le disiez, De Dietrich, dont l'emblème était une croix de Lorraine, De Dietrich, créateur de voitures grand luxe, animateur des Grands Prix à la Belle Époque, double vainqueur des 24 heures du Mans dans les années folles. On va voir le modèle 15 chevaux de Courcelles et Rossignol qui a remporté la compétition en 1925, le voici. Retour à présent au début de l'histoire de cette prestigieuse entreprise de Dietrich dont les racines sont alsaciennes. L'aventure commence à la fin du XVIIe siècle, lorsque Johann Dietrich achète une forge à Jägertal, en Alsace. Les Dietrich, grande famille protestante, développent alors petit à petit un véritable empire métallurgique, en rachetant plusieurs forges et hauts fourneaux dans la région. En 1761, anobli par Louis XV, Jean Dietrich devient Jean de Dietrich. La famille s'installe alors dans le château de Reichshofen, qui deviendra le berceau de l'empire familial. Peu de temps après la Révolution, et pour la petite anecdote, c'est Philippe de Dietrich qui encourage un certain Rouget de Lille à écrire divers chants patriotiques et les interprète lui-même dans son salon. Il mourra guillotiné un an plus tard. Au début du XIXe siècle, Amélie de Dietrich, veuve et avec 4 enfants à charge, reprend la société de son défunt mari, alors criblé de dettes. La société prendra le nom de Veuve Dietrich et Fils. Et à partir du milieu du XIXe siècle, l'entreprise attaque le domaine du ferroviaire. C'est la période de la révolution industrielle. Donc on se met à fabriquer des wagons. Donc là, encore une fois, on est toujours en Alsace au milieu du XIXe siècle, plutôt dans le nord de l'Alsace. Et donc le ferroviaire va devenir le cœur de métier de l'entreprise pour à peu près un siècle, donc milieu 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. On peut dire que cette mutation vers le ferroviaire au milieu du 19e siècle a sauvé l'entreprise puisqu'elle a pu se reconvertir et partir dans des nouveaux métiers. Sur le long terme, on peut voir que les métiers devaient changer assez régulièrement et qu'en permanence, il a fallu s'adapter.
La guerre de 1870 est arrivée comme un coup de foudre, après une petite crise de très courte durée. Le 16 juillet, la guerre est déclarée, et après une courte bataille, mais très sanglante en Alsace, Nancy et Lunéville se sont trouvés occupés. Dès la fin de la guerre, en 1871, le traité de Francfort est signé. Il prévoit l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine par l'Allemagne, ainsi que diverses taxes sur les exportations de marchandises. L'Allemagne impose également un choix décisif à la population de ces régions, la nationalité. Français ou allemand, il faut alors choisir. De Dietrich est embêtée puisque, alors qu'elle vendait la majeure partie de sa production en France, à partir de là, elle ne peut plus vendre en France, ou en tout cas ça devient très taxé, puisqu'elle devient finalement une entreprise allemande. Dans la famille Dietrich, il y a une branche de Turckheim. Et donc, ils se retrouvent coincés en Allemagne. Pendant 10 ans, ils ont le droit d'être français en Allemagne. C'est une chance pour le temps de se retourner. Mais ils ont la plus gros risque, c'est de perdre le marché français du ferroviaire. Donc, ils vont chercher à monter une usine de l'autre côté de la frontière. On implante un site en France vers 1880 pour construire la même chose qu'en Alsace, donc des wagons complets, mais destinés aux compagnies ferroviaires françaises, comme c'était le cas avant la guerre de 1870. Ce sera Lunéville, et Lunéville est bien placé, pas trop loin, au bord d'une ligne de chemin de fer, et donc on duplique l'usine de Reichshoffen à Lunéville. Et Eugène de Dietrich, patron de l'entreprise, va placer à la tête de l'usine de Lunéville son neveu, Adrien de Turckheim, jeune ingénieur dynamique et entreprenant. À cette époque, rappelons-le, l'entreprise est spécialisée essentiellement dans la production liée au chemin de fer. Qu'est-ce qui amène en fait Adrien de Turckheim à vouloir réaliser des voitures automobiles pour particuliers? Eh bien, il faut savoir que depuis maintenant, ça faisait 20 ans, en 1890, que l'affaire était installée en France. Et ça n'a pas été tellement facile. Il y a eu des creux avec les fournitures de wagons. Et notamment un moment où l'entreprise a un peu flanché. Ça s'est repris en 1889 parce qu'ils ont eu un important marché de wagons avec le Portugal. Et là, en reprise, Adrien de Turckheim a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait autour de lui. Et comme on l'a vu, Peugeot, avec les moteurs Daimler, était parti dans la construction automobile dès 1891. On est maintenant en 1896 et Adrien de Turckheim se dit il y a là une extension d'activité qu'il faut saisir. Et cette nouvelle production automobile va remporter immédiatement un grand succès, même si à l'époque les voitures, il faut bien le dire, ressemblent encore beaucoup aux carrosses d'autrefois. On va en regarder deux exemples maintenant. On découvre d'abord l'un des tout premiers modèles de Dietrich, système Amédée Bollée, sorti de l'usine de Lunéville en 1897. Vous voulez apporter un commentaire, Hélène Scarlett? C'est encore le successeur d'un carrosse. Elle marche déjà avec ses moteurs plus vite. On arrive quand même à 30 ou 40 km à l'heure. D'accord. La seconde image, c'est un modèle de 1898, une Grand-Duc. Oui, alors là, on a l'exemple d'une voiture, elle est en jaune, mais on pouvait très bien la commander dans une autre couleur. Il faut savoir que les roues aussi étaient avec des pneus pleins. C'est seulement à la fin du siècle que Michelin sort les pneus gonflables, avec d'ailleurs de grandes difficultés, parce que au départ, les roues faisaient partie de l'essieu et n'étaient pas démontables. Donc le grand problème, c'était qu'on crevait les courses au bout de 170 km, il fallait changer complètement les pneus. On crevait souvent et la réparation était difficile et ne pouvait être faite que par quelqu'un qui était assez habile. Alors, ce qui forge aussi le succès de ces voitures, c'est le fait qu'Adrien de Turckheim est aussi pilote. Il participe à de nombreuses compétitions. Est-ce que ce sont ces victoires qui vont aussi devenir sa meilleure publicité? Absolument. Il a participé il a traité avec Amédée Bollée en fin 1890
1896. Un an après, il participait à la course Paris-Bordeaux. L'année suivante, Paris-Amsterdam. Et en 1899, ce qui est absolument énorme, une voiture est allée jusqu'à Saint-Pétersbourg, aller et retour sans incident grave. Ce qui lui a même ouvert le marché de la Russie, puisqu'il y avait des voitures Lorraine Dietrich à la cour du tsar. Et voilà, l'histoire était en route. Alors, quelques images encore de ces voitures mythiques. Elles ont été tournées par notre journaliste Michel Weiss en novembre dernier sur le site de Metz Expo, où se tenait le salon Automoto Classique, qui présentait une trentaine de modèles de la marque de Dietrich au fil de son histoire, soit un tiers des véhicules d'époque de la marque en capacité de rouler actuellement à travers le monde. Il faut préciser que c'était une première du genre qui a enchanté les amateurs de belles carrosseries. Et puis après ces belles images, on va enchaîner avec quelques chiffres pour se faire une idée de l'implantation progressive des véhicules automobiles dans la société du 19e siècle. Alors en 1895, environ 350 automobiles circulent en France, contre 75 seulement en Allemagne et 80 aux États-Unis. On peut dire, Sébastien, que la France est précurseur à cette époque alors. Oui, ce qui peut paraître surprenant, parce que c'est plutôt en Allemagne qu'on a développé les moteurs, mais les constructeurs d'automobiles sont en France, 4 fois plus qu'en Allemagne ou aux États-Unis, avec un petit bémol, c'est que la Moselle étant allemande à l'époque, la Moselle est en retard par rapport à la France de l'intérieur, dirons-nous. Cela dit, quand on voit les chiffres aujourd'hui, ça donne le vertige, quand on voit 300... Et les Allemands se sont bien rattrapés dans ce domaine. Tout à fait, exactement. Alors, grâce au moteur à explosion, la vitesse des automobiles va progresser très rapidement. On franchit allègrement la barre des 100 km/h dès la fin du 19e siècle. Adrien de Turckheim, quant à lui, est toujours à l'affût de nouveaux défis et de nouvelles aventures. Et l'une d'elles va lier son destin à un homme qui s'appelle Ettore Bugatti, qu'il rencontre lors d'une exposition à Milan en 1901. Ettore Bugatti est un jeune ingénieur italien qui a fait les beaux-arts, d'ailleurs qui n'a pas une formation technique, mais qui était passionné par la technique, qui est originaire de Milan. Il est mineur, il n'a que 19 ans. Adrien décide donc de contacter son oncle pour l'embaucher à Reichshofen comme ingénieur. Ettore étant mineur, c'est son père Carlo, qui est un des papes de l'Art Nouveau donc, en Italie, qui va signer ce contrat. Ce contrat, on l'a ici, le voilà. Il va être embauché, Ettore va être embauché donc à Reichshofen. Très vite, les relations entre Ettore Bugatti et Eugène Dietrich vont se compliquer sur le site de Reichshofen, parce qu'il a beaucoup de mal à commercialiser les véhicules, puisqu'ils sont toujours en modification. C'est quelqu'un qui est très, on va dire, qui est très original, donc il cherche toujours des solutions un petit peu originales, pas forcément rationnelles, mais c'est aussi parce que c'est un créatif. En 1903, il y a la dernière grande course de ville à ville qui est programmée, qui est Paris-Madrid. Et malheureusement, la voiture que Ettore veut engager au Paris-Madrid va être refusée au départ au pesage. La famille Dietrich, avec Bugatti Trust, ont décidé de reconstruire cette auto. Donc elle existe aujourd'hui. C'est une auto magnifique. C'est le Type 5. Type 5, comme le 5e véhicule construit par Bugatti chez Dietrich. 4 cylindres de 50 chevaux, transmission par chaîne, boîte de vitesse manuelle. De son côté, Eugène de Dietrich n'est pas satisfait du travail d'Ettore Bugatti, considérant qu'il passe trop de temps sur les voitures de compétition et pas suffisamment sur les voitures de tourisme. Et au bout de 2 ans, les voitures se sont mal vendues, n'ont pas très bien marché, et donc en 1904, le contrat avec Ettore Bugatti est rompu. Voilà, et Bugatti qui s'installera plus tard à Molsheim, en Alsace. Alors, pour la petite histoire, Hélène Sicard-Lenatier, vous me racontez que votre papa avait eu une Bugatti. Mon père a eu une Bugatti en 1921, une petite Bugatti avec 2 places et l'arrière en cul de poule. Oui. Et cette voiture était très en avance sur le plan technique. Mon père racontait que quand il montait le col de Saverne, il le montait d'une traite, alors qu'il voyait toutes les autres voitures qui s'arrêtaient au moins une fois pour laisser refroidir le moteur, alors que lui, ça passait
passer tout seul. Et malheureusement, vous n'avez pas de photo Et non, de cette voiture. On aurait bien aimé. malheureusement, on n'a pas gardé la voiture. Ah bah non plus. C'eût été mieux. Alors, on reprend maintenant le fil de la saga Lorraine Dietrich après cette collaboration avec Ettore Bugatti qui tourne court. Adrien de Turckheim est conscient que ces véhicules ont besoin d'être modernisés. Il fait le choix alors, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, de s'associer avec un duo, Léon Turcat et Simon Méry. Pour quelles raisons essentiellement ? Eh bien parce que leur moteur est déjà en grand progrès. Jusque-là, les transmissions se faisaient par courroie. On passe à une transmission par chaîne. Le moteur, au lieu d'être horizontal comme il était avec Amédée Bollé, devient un moteur vertical qui permet d'ailleurs de changer complètement le profil des voitures. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit des voitures avec des capots allongés devant. Alors qu'avant, le moteur se trouvait en dessous de la voiture. Les premières qu'on a vues, c'était techniquement... Exactement. Alors c'est une association qui s'annonce fructueuse, mais qui sera aussi à l'origine d'une rupture au sein même de la famille de Turckheim de Dietrich. Pour quelles raisons là aussi ? Question de susceptibilité, je crois. Oui, certainement ça a dû jouer un rôle. Parce qu'Adrien de Turckheim était très passionné. Quand il a vu qu'il pouvait avoir les moteurs de Turcaméry, il s'est lancé là-dessus sans en référer à son oncle Eugène de Dietrich. Et bon, Eugène de Dietrich en a pris ombrage. Je pense qu'on peut quand même ajouter que le fait qu'en 1903-1904, plus personne ne songeait vraiment à ce que l'Alsace-Lorraine revienne à la France. Et je pense que la famille de Dietrich sentait bien qu'il n'était plus possible d'être à cheval sur les deux côtés de la frontière. Ça devenait gênant. C'est certainement, au fond, on n'a pas mis cet argument en avant, mais c'est certainement un des arguments qui a dû jouer et faire que les deux entreprises se sont là définitivement séparées. Tout à fait. Alors justement, cette brouille, elle se solde par un divorce. Avec quelles conséquences ? Les deux Dietrich restent à Reichshofen, les deux Turckheim restent à Lunéville et créent une société, la Société Lorraine, des anciens établissements et compagnies de Lunéville, avec une marque qui devient véritablement française, parce que c'est vrai, comme l'a dit Hélène Sicard, c'est que c'était une entreprise qui était à cheval sur deux pays, l'Alsace-Lorraine qui était allemande. Oui, ça semble très proche, mais en même temps, ce sont deux pays différents à l'époque. Ce qui complique aussi les questions même de trésorerie, parce que les monnaies fluctuent à l'époque, et avoir deux sociétés différentes simplifie aussi les choses, même si ça peut être un crève-cœur aussi de séparer le site de Lunéville du site originel. Alors en tout cas, moins d'un an plus tard, les automobiles de Lunéville seront commercialisées sous la marque Lorraine Dietrich, avec deux domaines phares d'activité. L'automobile de compétition, à l'époque, c'est quasiment incontournable quand on veut vendre. Donc Lorraine Dietrich est présent dans tous les grands prix, ils participent à toutes les courses. Ils ont une équipe de brillants pilotes et ce sont des voitures modernes. Et pour l'autre axe, c'est donc l'automobile de tourisme, bien sûr. Donc des automobiles de prestige qui atteignent des cylindrées absolument énormes. Et ils vont prendre de suite un emblème, la Croix de Lorraine, sur tout ce qu'ils vont faire, même sur la tenue des pilotes. Il faut d'ailleurs préciser, ça c'est une petite anecdote, mais les Lorraine Dietrich de course étaient toujours très élégantes. Souvent, pour les voitures de compétition, on cherchait à faire efficace. Ce n'était pas forcément de belles voitures. Sur les Lorraine Dietrich de course, vous aviez toujours la forme du radiateur, la qualité des aciers. Ça restait il y avait vraiment un aspect finition dans ces voitures. Alors, cela dit, on peut s'étonner, Sébastien, que l'usine de Lunéville ait pu commercialiser les voitures sous le nom de Dietrich. Il y a eu bataille judiciaire. Il y a eu bataille judiciaire, c'était assez compliqué, parce que c'est vrai que l'usine de Dietrich l'avait refusé à Adrien Turckheim, et finalement, la justice a autorisé Adrien Turckheim à utiliser, parce que comme l'origine de la marque était liée à ce nom, la justice a permis à l'entreprise d'exister sous ce nom. D'accord. Alors, à l'époque, il faut le rappeler aussi, ces voitures restent l'apanage d'une certaine classe. Tout le monde n'y a pas accès. Très peu de gens, en fait. Très peu de gens, oui. Au départ. Oui. C'est vraiment les grandes fortunes. Et bien souvent, d'ailleurs, grandes fortunes, l'automobile faisait partie pour eux de leur présentation, mais beaucoup qui n'étaient pas sportifs ont dû faire appel à des chauffeurs. C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans les voitures. On voit souvent que la place chauffeur, elle est même encore pendant longtemps extérieure. On passait le permis à l'époque comme aujourd'hui ? Alors ça, c'est l'automobile
l'Automobile Club qui s'est chargé de ça. Il faisait un certificat et après, il y a eu des organismes spéciaux, les ponts et chaussées. Ça devait être très sommaire à l'époque. Oui. Il n'y avait pas de code de la route comme on le voit Et puis, il n'y avait pas de bousculade pour les voitures. Voilà. Mais enfin, il faut savoir, Nancy a eu 1000 voitures en 1904. Ça a été un palier. Or, comme on sait que beaucoup déjà, c'était beaucoup, quand on sait que 10 ans après, il n'y avait que 25 000 voitures en France, dans toute la France. Mais c'est vraiment Nancy, exponentiel. Ça a été exponentiel. Voilà. Et dans le cadre de cette surenchère donc de luxe et d'ostentation, Lorraine Dietrich va sortir à cette époque une des voitures les plus délirantes de ce début de siècle, une voiture à 6 roues que l'on va découvrir. Alors là, c'est une commande très particulière, Sébastien. Oui, c'est le baron von Eckarstein, qui est un diplomate allemand, qui était en lutte un petit peu avec le comte de Boniface de Castellane. C'était on est dans le domaine vraiment mondain, et il voulait l'éclipser parce que lui, il avait une voiture, une Panhard, donc la marque qu'on avait évoquée au départ. Dont on a cherché la photo, mais on ne l'a pas trouvée. On ne l'a pas trouvée. Donc cette Panhard Pullman, c'était une grosse limousine, 3,80 m, et puis avec des équipements assez fous, avec des lavabos en or, avec un éclairage, un chauffage électrique, vous imaginez à l'époque, sachant que les gens n'ont pas d'électricité chez eux, mais on arrive à mettre de l'électricité dans les voitures. Mais c'est intéressant cette compétition aussi, qu'on les marque entre elles pour satisfaire une clientèle aisée. Mais à ce stade, ils s'occupent plutôt de la clientèle aisée plutôt que du grand public. Voilà, évidemment, puisque tout le monde n'a pas accès. Voilà, tout à fait. La démocratisation viendra un petit peu plus tard. Voilà, justement. Alors, l'automobile, n'a pas vocation à être le privilège des plus riches, et on va entrer donc de plein pied dans une progressive démocratisation de ce moyen de transport. Et à ce propos, on peut s'arrêter un instant sur une image qui atteste que la production de véhicules de Dietrich était très diversifiée. Alors dites-nous ce que l'on voit ici, Hélène Sicard-Lenatier. Alors ça, c'est une voiture de pompier. Adrien de Turckheim s'était lancé un petit peu, non seulement dans les voitures de tourisme, mais aussi dans des petits poids lourds et des voitures de service différentes. La particularité, c'est que sur ces véhicules, il y avait des pompes, les pompes Drouville, qui étaient donc les pompes à incendie. Et quand on allait à un incendie, on débrayait le moteur de la voiture, et c'est lui qui alimentait la pompe, qui pouvait projeter jusqu'à 50 mètres d'eau. C'était extrêmement moderne. Et ça aussi, ces véhicules ont sillonné l'Europe entière. Et il y a eu une forte demande de France et de l'étranger aussi. En matière de voitures de pompiers. Absolument. Alors il y avait aussi des autobus. On va avoir une image là. J'ignore de quelle année celui-ci date. Je pense que ça date des années 1904-1905. Là, il y a déjà ce moteur à l'avant. C'est donc un moteur vertical. Les premiers ont été dès 1897, là avec des moteurs Amédée Bollée, et ils faisaient la liaison entre Lunéville et Thiaucourt. Alors il y avait 2 véhicules à chaque bout qui se croisaient en cours de route avec un véhicule de secours au cas où il y en aurait eu un qui aurait été en panne entre les deux. Mais là aussi, très vite, ça s'est répandu. Il faut savoir qu'au moment de la guerre, en 1913, il y avait 100 000 véhicules en France, et sur ces 100 000 véhicules, il y en avait 25%, un peu plus de 25%, qui étaient des poids lourds ou des véhicules de transport. Mais vous êtes une mine d'informations, Hélène, c'est impressionnant. Alors, en ce début de XXe siècle, il y a un événement majeur qui va façonner l'histoire de l'entreprise Lorraine Dietrich et l'orienter aussi vers l'aéronautique. C'est bien sûr la Grande Guerre de 14-18. Explication en images. « 1914 sonne le début de la Grande Guerre. Période de conflit oblige, la production de Lorraine est passée du grand luxe au grand militaire. Des camions sont tout d'abord construits, puis des ambulances qui se relaient sur le front. Le conflit étant vite passé d'une guerre de mouvement à une guerre de position, un tout nouvel arrivant a vu le jour dans le paysage industriel, l'aviation. La société Lorraine Dietrich change alors d'orientation et se met à produire des moteurs d'avion. Au début de la Première Guerre mondiale,
la France est à la pointe des moteurs pour les moteurs en étoile, ce qu'on appelle les moteurs rotatifs. Mais par contre, les Allemands sont mieux placés pour les moteurs en ligne à refroidissement liquide, des moteurs plus puissants et plus légers que les moteurs français. Donc, au début, la France a du retard dans ce domaine et on va demander à Lorraine Dietrich de concevoir un moteur en ligne à refroidissement liquide. Charles Nicaise et Adrien Turckheim vont embaucher un monsieur qui va marquer toute l'histoire de la marque après. Il s'appelle Marius Barbaroux. C'était un transfuge de chez Delaunay-Belleville. Il a eu un parcours assez incroyable puisqu'il a travaillé d'abord chez Clément Bayard, puis après chez Benz en Allemagne. Alors, ce que va faire au début Marius Barbaroux, il faut bien se mettre dans le contexte de la guerre. C'est très pressé. On n'a pas le temps de chercher des choses innovantes. Donc Marius Barbaroux, au départ, il va récupérer un moteur Mercedes allemand. Il y en avait plusieurs qu'on avait récupérés sur des avions abattus. Et il va tout simplement copier ce Mercedes, donc un moteur à 6 cylindres en ligne. Ils vont créer un V8 qui va évoluer, commencer à 200, puis 220, puis 275 chevaux. Donc on commence à des moteurs de très très grosse puissance, alors que le moteur Hispano fait 180 chevaux. Et donc, ils vont s'orienter plus sur des avions plus gros que les chasseurs. Et tout au long de la guerre, donc, ils vont fournir l'armée de l'air en moteur. Ça reste, par contre, en revanche, par rapport à d'autres constructeurs tels que Gnomeron ou Hispano-Suiza, ou même Samson, ça reste un petit producteur de moteurs d'aviation. Pendant la guerre, c'est moins de 5000 exemplaires Pour vous donner une idée, en France, pendant la Première Guerre mondiale, on a produit presque 100 000, près de 100 000 moteurs d'aviation. Donc sur ces 100 000, à peu près 5 000 par Lorraine Dietrich, donc à peu près 5% de la production nationale. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui dans l'histoire de l'entreprise Lorraine Dietrich, en précisant tout de même que les dernières voitures de la marque ont été produites en 1935, juste après la grande crise de 1929. Pourquoi l'arrêt de cette production ? Qu'est-ce qui a causé cet arrêt de la production des voitures de Dietrich ? Eh bien, on peut penser que leur voiture, ils soignaient trop le luxe. Leur voiture était très luxueuse, avec de nombreux accessoires, et donc trop lourde. Là où les voitures atteignaient 140 km/h, eux ne pouvaient pas dépasser 120 km/h. Voilà, et elles étaient très chères. Alors que déjà, entre les deux guerres, de plus en plus, on songeait à faire des voitures de série, accessibles à la masse au grand public. Au grand public. Voilà. Alors, après cette longue page d'histoire dédiée à Lorraine Dietrich, on va évoquer dans le temps qui nous reste d'autres marques de voitures plus contemporaines et qui sont toujours installées dans notre région. Je pense bien sûr à Citroën, à Trémery et Borny, à Renault, à Batailly, en Meurthe-et-Moselle, entre autres. Alors avant cela, tout de même, un petit point avec vous, Sébastien, sur l'euphorie économique qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, cette période qu'on a appelée les 30 Glorieuses, en fait, en gros de 46 à 75, c'est ça ? Voilà, c'est la période qui suit la guerre, et c'est vrai que c'est une période qui, au départ, c'est la reconstruction, et après on va se retrouver dans une situation de plein emploi, avec des investissements importants, et une demande qui va exploser, et qui va permettre le développement de la voiture. Et comme l'a dit Hélène Sicard tout à l'heure, c'est que la production de voitures en série pour le peuple commençait déjà dans l'entre-deux-guerres. On pense à la marque allemande Volkswagen, la voiture du peuple, ou les Ford Model T. Là, on voit des images de Metz, de la place Saint-Louis dans les années 60. Et là, c'est vraiment typique de cette époque, c'est que la voiture va envahir le centre-ville, au point que les places, les grandes places de ville vont être accaparées par les véhicules, et où les gens voudront aller avec leur voiture jusque dans les magasins. Et on a une autre photo, je crois, Place Stanislas, avec le même effet. C'est vraiment symbolique de ces 30 glorieuses, avec cette voiture aux rênes. Et la 75, la fin de la période, c'est le début de la crise économique. Donc voilà, la place Stan, aujourd'hui on a du mal à imaginer avec des voitures, parce qu'elle a retrouvé son éclat, mais à l'époque c'était tout à fait naturel d'aller se garer sur cette place. Et 75, c'est un an après le choc pétrolier, et le début de la remise en cause de la voiture, qui aujourd'hui, on voit bien les transports de mode doux font écarter de plus en plus les voitures du centre-ville. C'est à cette époque-là qu'on a parlé de Texas lorrain.
dans l'industrie, en matière d'industrie en tout cas. Pour la Lorraine, c'est vrai que la Lorraine était un plein emploi avec finalement les mines très présentes et qui étaient source de richesse, d'emploi. Et c'est vrai que c'est une période qui va se terminer aussi, ce Texas-Lorrain, avec la crise de 74. Alors, dans cette période de forte reprise économique, on va voir ainsi émerger des modèles de voitures qui vont marquer leur époque, telle la célébrissime 2 chevaux de Citroën que l'on découvre et dont l'histoire s'étend sur plus de 4 décennies. Hélène Sicard-Lenatier, que faut-il retenir à propos de cette voiture qui est une véritable icône, hein? Eh bien oui, ce que l'on vient de dire, à savoir qu'on voulait une voiture pas chère, dès 1937, quand Michelin a racheté Citroën, il a pensé à faire une voiture vraiment, vraiment de base. Et ça a été les premiers essais avec la 2 chevaux. Là-dessus est arrivée la guerre, mais même pendant la guerre, les ingénieurs ont continué, bien que l'usine était occupée et travaillait pour les Allemands, ils ont continué à travailler en secret sur cette voiture qu'ils réussissent finalement à sortir sur le marché en 1949. Absolument révolutionnaire à tous égards. La carrosserie extrêmement simple, extrêmement légère. Par exemple, tous les boulons du véhicule étaient à même dimension. Ce qui permettait que s'il y en avait un qui tombait, on pouvait le remplacer facilement. Tout était léger. Le premier modèle... On va regarder justement quelques photos ensemble. Oui. Excusez-moi, je vous interromps. Sur la première photo, justement, on est au tout début de l'histoire. C'est une voiture de 1949. Oui, c'est la première. Et pour la petite histoire, sachez que celle-ci a été vendue aux enchères à Fontainebleau en janvier 2018. Elle a atteint un record. Elle a été adjugée à 75 600 €. La 2 chevaux, la Deutsch, comme on la surnomme, Sébastien, c'est vraiment la voiture emblématique de la France, vue de l'étranger, comme la baguette et le béret. Oui, mais on la retrouve dans beaucoup de films, notamment. On peut penser par exemple à la série des gendarmes. Oui, quel est le sketch qui revient le plus souvent? C'est la bonne sœur avec la Deutsch qui prend les finesses à bord. Et c'est vrai que c'est un marqueur. Et puis c'est la voiture, elle avait été conçue pour qu'on puisse porter un chapeau dedans. Et on va la trouver en ville et à la campagne. Tous les Français peuvent l'acquérir. Et elle est très très pratique par sa suspension, par sa simplicité. Et c'est même son côté décapotable aussi qui était... déjà moderne. Alors, il faut dire que la star de Citroën donc, est très appréciée aussi par les collectionneurs. Il paraît que c'est la voiture ancienne la plus vendue en France, c'est juste? Oui. Ben justement, parce que beaucoup d'amateurs, la considèrent un peu comme une voiture symbole. Alors, en tout cas, 36 ans après son lancement, en 1984, le look est beaucoup plus moderne, on va le voir. Il a évolué régulièrement au fil du temps. Les phares sont désormais rectangulaires depuis quelques années déjà. Je crois que le changement s'est opéré en 1974. On sait, Hélène Sicard-Lenatier, combien de 2 chevaux Citroën ont été vendus sur les 4 décennies de production? On parle de plus de 5 millions d'exemplaires en France et à l'étranger, car on en a monté en Espagne, on en a monté en Angleterre, en Allemagne, ça a été un petit peu évolué. Et on voit d'ailleurs, elle devient de plus en plus quand même au goût du jour. Oui. Le moteur qui au départ était un moteur très, très peu puissant de 375 cm3 est passé à 600, c'est-à-dire un moteur qui a doublé de puissance avec le temps et l'enrichissement général. Alors c'est impressionnant comme vous êtes intarissable sur le sujet. Alors une autre voiture star que l'on va découvrir maintenant, toujours chez Citroën, c'est la mythique DS qui voit le jour en 1955. Vous pouvez nous en parler un peu, Sébastien? C'est une voiture qui, en 1999, a été élue la plus belle voiture de tous les temps par un magazine anglais. Et c'est vrai que c'est une voiture qui a un design assez incroyable pour l'époque et qui a une modernité. Notamment, il y a la direction assistée, ce qui est très nouveau. Il y a une suspension, la fameuse suspension Citroën, et qui va apporter à la fois le retour du luxe, mais qui reste accessible quand même. Et elle va être immortalisée, évidemment, par certains personnages, notamment le général de Gaulle, ou encore au cinéma. Je pense à Fantomas. Ça reste aussi... C'est des marqueurs aussi qui marquent une époque. Tout à fait, parce qu'elle est vite adoptée donc, par toute une catégorie de la population, les cadres supérieurs, les notables, les vedettes et les élus de la République, en commençant par la célèbre voiture du général de Gaulle qui en a fait la voiture officielle de la présidence. Et c'est dans cette voiture d'ailleurs qu'il échappe de justesse au fameux attentat du Petit Clamart en 1962. On dit, Sébastien, que cette voiture lui a sauvé la vie.
Vous confirmez ou C'est vrai qu'elle a un centre de gravité plus bas que les voitures habituelles et avec 2 pneus creveux, la voiture a quand même pu avancer et garder une direction à peu près Il pleuvait correcte. en plus. Il pleuvait, ouais. alors qu'une voiture normale, logiquement, aurait fini dans le décor, comme on dit. Un petit point rapide sur le contexte, l'attentat du Petit Clamart. Bon, là, on est en pleine. C'est dans la fin de la guerre d'Algérie, avec l'OS, l'organisation de l'armée secrète, qui n'accepte pas l'abandon du territoire. Et donc, un attentat est mené. Et à la tête de cet attentat, il y a Bastien Thierry, qui est un Lorrain de Lunéville, curieusement. C'est la ville du bastion de l'automobile. Et l'attentat échoue, évidemment. Et Bastien Thierry finira fusillé. Merci pour ce rappel. Alors avant même la présentation de l'ADS au Salon de l'Automobile en 1955, quelques photos ont fuité comme ça dans la presse et elles faisaient la une de Paris Match avec à son volant la superbe star de cinéma italienne Gina Lollobrigida que vous voyez ici. Alors près de 2 décennies plus tard, la voiture a évolué, on va le voir, dans sa ligne et sur un plan mécanique aussi. On voit ici un modèle de 1973, la célèbre DS Palace. Et il faut savoir que 2 ans plus tard, en 1975, eh bien, ce modèle sera remplacé par la Citroën CX. Alors aujourd'hui, la DS est toujours une voiture de collection très appréciée. Là aussi, il y a eu des records d'enchères. En 2009, on en a vendu une DS 23 cabriolet à 340 000 €. Impressionnant. Alors il nous reste peu de temps maintenant. Je propose qu'on conclue cette émission avec une autre star de l'industrie automobile de ces années 50. C'est la 4 chevaux, mais là c'est Renault évidemment. Alors sa production commence dès la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1946 avec une cadence qui atteint 2 ans plus tard déjà 337 véhicules par jour. C'est elle, Hélène Sicard-Lenatier, la première petite voiture pour touche avant même la 2 chevaux. Ou en même temps. C'est concomitant. C'est concomitant. À peu près concomitant. Mais la 4 chevaux avait plus l'air d'une petite berline c'est quoi ces classique. atouts en fait? Qu'est-ce qui en a fait une telle vedette dans le moteur est à l'arrière. C'était déjà un petit peu nouveau. Elle avait j'en ai eu une. Oui, c'est vrai. Mais alors c'était effectivement déjà aussi une voiture très simple. Le plafond était la tôle de la voiture. Mais on dit qu'elle était petite, mais en même temps elle était spacieuse. Absolument, très pratique. Une consommation très légère, un moteur, elle pouvait facilement dépasser le 100 à l'heure. C'était pas le même usage et pas tout à fait la même clientèle que la 2 chevaux. D'accord. Alors on lui a donné des surnoms à cette 4 chevaux, Sébastien. Vous devez les connaître, j'en suis sûre. Elle était surnommée la 4 pattes à cause de sa forme ou la mode de beurre, parce que les premiers exemplaires étaient de couleur beurre, voilà, jaune. Voilà. Et il y avait aussi un slogan très, très connu aussi, à base de 4 aussi, là aussi, je crois. C'est 4 chevaux, 4 portes et 440 000 francs. Ouais. Si j'ai bien noté dans les informations que j'ai reçues. Mais tout ça se trouve dans votre livre. Vous avez... Voilà. Alors, c'est une voiture qui va très bien s'exporter aussi. Dans le monde entier, on peut donner des chiffres là aussi ? Dans les années 50, allez, je vous aide, elle compte, j'avais noté moi, 1000 points de vente à l'étranger. Oui. Ce qui est déjà impressionnant. Ah oui. Voilà. Et on parle d'export, elle sera notamment produite au Japon, comme en attestent les images que l'on va découvrir maintenant. Et ce qui semble étonnant, Hélène Sicard-Lenatier, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de voitures au Japon, ils sont vraiment leaders. Mais à l'époque, c'était l'après-guerre, le Japon était à reconstruire et ils avaient beaucoup à apprendre des Occidentaux. Oui, et la France est restée, même dans ces années-là, avec la perte, bien sûr, de nombreuses marques qui ont disparu. En 1925, au Salon, il y avait encore 90 constructeurs, et en 10 ans après, en 1935, il n'y en avait plus que 20. Mais malgré ça, ceux qui restaient étaient très implantés, Peugeot, Renault, Citroën, et ont énormément compté à l'étranger. Tout à fait. Alors j'aimerais bien pour terminer vous demander à chacun d'entre vous, je me doutais un peu de votre choix, mais Sébastien, si vous aviez une voiture de collection, allez soyons fous, vous devez investir, vous achèteriez quoi ?
La DS reste une voiture mythique. Oui, c'est vrai. Ça reste, oui, c'est le symbole d'une époque. Elle est très classe. Hein, elle est très classe, les 30 Glorieuses. Il y avait la SM aussi, hein, là, qui est encore plus classe, qui a malheureusement eu un moindre succès, parce qu'elle arrivait un peu tard, à la fin des 30 Glorieuses, mais où la SM, c'était la voiture de Georges Pompidou, le successeur du général de Gaulle, appréciait beaucoup. Mais c'est vrai que Citroën a beaucoup innové dans la conception et la forme des voitures. Et vous, Hélène, alors? Pour prendre le contre-pied, mais rester aussi chez Citroën, je dirais une petite Charleston, une petite 2 chevaux. Ah oui, la rouge et noire, je crois voilà, qu'elle était. Oui, je n'ai pas intégré dans l'émission, mais j'aurais pu. En tout cas, c'est très facile de la trouver évidemment, sur Internet. Les voitures de Lorraine Dietrich en 1935, au moment où il a arrêté, c'était pas mal. Mais il faut tout l'environnement autour. Mais il y en a encore pour la justifier. Aujourd'hui. On l'a vu dans les images de ce film. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, je rappelle votre livre, bien sûr. Si on veut en savoir plus, on se le procure sur Internet. Sur Internet. Voilà. Donc, l'âge d'or de l'automobile en Lorraine, 1890-1975, des premiers inventeurs à l'automobile pour tous. C'est une mine d'informations. À l'intérieur, il y a des superbes photos. En tout cas, bravo pour ce travail. C'est aux éditions Place Stanislas. Merci en tout cas de vos précieuses collaborations. Merci Sébastien, merci Hélène Sicard-Lenatier. On se retrouve quant à nous le mois prochain, si vous le souhaitez, pour un nouveau numéro de Ce Notre Histoire. À bientôt.